Je viens de quitter mon travail il y a un petit peu plus de 6 mois et je me suis lancée dans un projet d'investissement immobilier. Est-ce que tu n'as pas eu des craintes en te disant je suis une femme, peut-être que c'est un domaine d'homme? J'ai bien regardé mes chiffres et sur les 6 premiers mois de location, je suis en moyenne à Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais te présenter une sprinteuse qui a eu un parcours vraiment extraordinaire et je voudrais effectivement te la présenter afin que tu puisses voir comment ça se passe quand tu te lances dans un projet. Et justement ce que j'aime bien dans son histoire, c'est que c'est une femme et du coup elle va nous montrer qu'en fait c'est possible de faire de l'immobilier au féminin. Donc du coup justement je te présente aujourd'hui Camille. Bonjour Camille. Salut Candy. Alors Camille, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous découvrent aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Camille, j'ai 31 ans, je vis à Paris. J'ai travaillé pendant un peu plus de 7 ans dans des cabinets de conseil comme EY et KPMG. Je viens de quitter mon travail il y a un petit peu plus de 6 mois et je me suis lancée dans un projet d'investissement immobilier fin 2019, début 2020, donc ça fait bientôt plus de 2 ans. Ok, nickel. Mais du coup, que je comprenne un petit peu Camille, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette aventure immobilière en fait? Oui, bien sûr. Alors en fait, si je me suis lancée dans l'investissement immobilier, c'est justement parce que j'avais envie de quitter mon travail. Donc comme je l'ai dit, j'ai travaillé pendant un peu plus de 7 ans dans le conseil. Je me suis rapidement aperçue que c'était un emploi qui ne me convenait pas parce que ça manquait de sens, etc. Il y avait beaucoup d'investissements personnels, que ce soit en termes de temps ou d'énergie. Et il y a un peu plus de 2 ans, fin 2019, j'ai pris la décision de quitter mon emploi. Je me suis laissé 1 an à l'époque avant de partir. Et en fait, ma stratégie, c'était que pendant cette année, j'avais envie de construire ma sécurité financière, mon matelas financier. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'investir dans l'immobilier. Ok, je vois. Et du coup, pourquoi l'immobilier? Parce qu'on pourrait se dire qu'il y a énormément de domaines pour pouvoir se créer des sources de revenus. Il y a les cryptos, il y a la bourse, etc. Pourquoi l'immobilier du coup? Ouais. Alors pour plusieurs raisons. La première raison, c'est par rapport à l'effet de levier que me permettait d'avoir l'immobilier. En fait, aujourd'hui, quand je réalise que les revenus qui sont générés ne sont pas générés grâce à mon argent à moi, mais grâce à l'argent de la banque. Dans ce projet immobilier, j'ai dû investir à peu près 12K. Donc c'est presque rien par rapport aux revenus que j'arrive à générer. Si j'avais investi à contrario dans la bourse, dans les cryptos, etc., tous les revenus que je générais dépendaient de mon capital à moi et j'avais pas envie d'investir mon propre capital. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que l'immobilier, c'est tangible. C'est quelque chose qu'on peut toucher avec ses mains, c'est quelque chose qui était facilement compréhensible pour moi, contrairement à l'époque à la bourse ou les cryptos. Voilà, je voyais vraiment l'objectif de l'immobilier, c'était de mettre des gens qui allaient vivre dans mes appartements. Donc très compréhensible, donc très tangible pour moi. Donc par rapport à ces deux raisons-là, j'ai fait le choix de l'immobilier. Ok. Et du coup, quand tu t'es dit, aujourd'hui, je veux me préparer pour ma liberté financière, en tout cas pour pouvoir quitter mon job, tu t'es dit que tu allais te lancer dans l'immobilier. Quelles sont les craintes ou les freins que tu as pu avoir avant de te lancer, ou est-ce que tu en as eu ou pas du tout en fait? Alors, au moment où j'ai fait le choix de me lancer, pas vraiment, parce que ça me semblait être la seule porte de sortie possible. Et en fait, mes craintes se sont développées petit à petit pendant le projet. Quand je me suis dit, en fait, il y avait des matins où je me réveillais, je me disais, mais pourquoi je me suis lancée là-dedans? Enfin, c'est quand même un gros projet. J'ai emprunté plus de 200 000 € à la banque. Donc, ça reste mon premier projet immobilier, ça reste un gros emprunt. Et donc, ce genre de crainte pouvait en effet me faire un petit peu peur. Après, aujourd'hui, quand je vois la réussite du projet et ce que ça me permet de faire, la manière dont ça me permet de vivre, je me dis que j'ai bien fait d'affronter ces craintes et de me lancer dans l'immobilier. Ok, j'imagine. Alors du coup, c'est vrai que c'est intéressant de dire que, comme je disais tout à l'heure, tu fais de l'immobilier au féminin. Est-ce que tu n'as pas eu des craintes en te disant je suis une femme, peut-être que c'est un domaine d'homme, etc. Bon, c'est effectivement des a priori qu'on pourrait avoir. Est-ce que tu as appréhendé comment en fait le fait de te lancer dans ce domaine entre guillemets souvent un peu masculinarisé en fait, je dirais? Complètement. Alors c'est vrai que on peut avoir des craintes en tant que femme. Personnellement, moi, j'en ai pas eu parce que je me suis pas vue comme une femme qui se lançait dans l'immobilier, mais comme un individu, peu importe mon sexe, qui se lançait dans l'immobilier. Mais je peux comprendre que pour beaucoup de femmes aujourd'hui, ça engendre des craintes, des peurs, parce que, comme tu dis, l'immobilier ou même l'investissement de manière générale, qu'il soit crypto, boursier, immo, c'est encore vu comme un domaine très masculin qui est réservé aux hommes, à notre mari, à notre frère, à notre père, etc. Mais
au-delà de ça, quand on a vraiment envie de se lancer, il faut pas qu'on se dise ok, je suis une femme, je pense qu'il va y avoir des problèmes, je vais pas y aller, je vais pas réussir à parler à mon artisan, je vais pas réussir à négocier avec mon banquier, j'aurai moins de crédibilité. Ça en fait c'est faux aujourd'hui à partir du moment où on a les connaissances qui nous permettent d'investir nous aussi dans l'immobilier. Il suffit de se former, de s'informer, de lire, d'écouter des podcasts, de rencontrer des gens, de voir que d'autres femmes l'ont fait, et ça c'est la preuve qu'en tant que femme on peut aussi réussir même si on pense avec de fausses croyances qu'on sera plus limité par rapport aux hommes. Ok, j'imagine. Alors ça, effectivement, c'est intéressant ce que tu me dis. Alors, bon, je comprends, tu t'es dit, bon, tu t'es vu comme un individu qui se lançait dans l'immobilier. Est-ce que tu n'as pas eu peur de te dire, ben, c'est mon premier projet, je pars direct sur un immeuble? Parce que tu aurais pu tout simplement commencer par un petit parking ou un petit studio pour te faire la main. Pourquoi être parti sur les immeubles et comment tu as appréhendé justement le fait de te dire, ben, on part directement sur du gros en fait? Alors, tu as complètement raison. Je pense que si j'étais partie sur un garage, un parking, un petit studio, j'aurais forcément eu moins peur parce que mon emprunt aurait été moins grand, donc le risque aurait été moins grand. Mais en même temps, combien de studios ou combien de parkings j'aurais dû faire pour arriver au revenu que j'arrive à générer maintenant? J'avais quand même conscience que certes, c'était un plus gros risque parce que plus gros type de projet immobilier, mais qu'à côté de ça, en un projet, j'ai acquéri 5 appartements qui me permettent aujourd'hui de générer un revenu confortable, du moins qui me permet de vivre convenablement, de ne pas avoir le couteau sous la gorge. Si j'avais dû faire ça avec des studios individuels, j'aurais clairement passé, je sais pas, mais 3, 4, 5 ans peut-être. Ouais, j'imagine. Mais du coup, comment ça s'est passé quand tu t'es dit, ok, moi il faut que je me lance dans l'immobilier? Est-ce que tu avais déjà dans l'objectif de te lancer sur les immeubles et après tu te dis, ben je regarde qui fait les immeubles? Ou alors c'est peut-être en regardant des vidéos, tu te dis, ah, lui là, peut-être ce mec, ce Kenzie pour l'instant, il parle d'immeuble, ça peut être intéressant. Comment ça s'est passé dans ta tête en fait? Ouais, alors clairement, si je t'avais pas vu, j'aurais jamais eu le déclic de me dire je vais acheter une maison, je vais la diviser, je vais la transformer en 5 studios ou plus. Donc clairement, cette idée, je l'ai eue parce que je t'ai vu en interview sur BFM TV à l'époque. Je me rappelle, c'était un soir, je rentrais chez moi, j'allume la télé, chose que je fais rarement. Je zappe sur BFM, chose que je fais encore plus rarement. Et là, je tombe sur Kenzie Paulestin qui nous explique qu'il s'est lancé dans l'investissement immobilier, mais pas n'importe lequel, pas des maisons, pas des studios. Lui, ce qu'il fait, c'est de l'immeuble de rapport en achetant une grande maison et en la divisant. Et en fait, ton explication était tellement claire et quand tu nous as parlé de tes revenus et du peu de temps, entre guillemets, pour les générer, je me suis dit, mais il a raison, c'est ça qu'il faut faire en fait. Ouais. Il faut acheter en lot pour ensuite en faire des unités plutôt que d'acheter les unités une par une. Enfin, c'est mathématique, c'est logique. Donc à partir de là où j'ai eu ta démonstration, je me suis dit, oui, c'est ça que je veux faire. Ok. Et du coup, tu prends la décision de rejoindre ce programme. Tu commences effectivement peut-être à voir un peu la partie théorique et tout. Alors, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, je dirais, déjà au moment où tu as rejoint le programme jusqu'au moment où tu as lancé tes locations en fait? Ouais. Alors honnêtement, j'ai pas rencontré beaucoup de difficultés pendant le projet. Ce que j'appelle pendant le projet, c'est entre le moment où j'ai décidé de me lancer et le moment de la mise en location. Alors oui, il y a eu des petits problèmes pendant les travaux, etc. Il y a eu des mauvaises surprises qui ont engendré des coûts supplémentaires, mais rien qui m'ait spécialement stressée. Enfin, je restais très confiante et très positive parce que j'avais ta méthode, je l'avais lue, je me suis dit, je suis le truc à la lettre, ça va marcher. C'est sûr, ça va marcher. Ça marchera. J'aurai peut-être pas exactement le même taux de rendement ou autre, mais il y aura des gens qui viendront chez moi. Donc j'ai toujours été super confiante. Les seuls peut-être petits problèmes que j'ai eu, ça a été un peu des petits manques de confiance sur fond du projet. Voilà, des matins où je me réveillais où je me disais mais pourquoi je fais ça? Je ferais mieux de rester dans mon train-train quotidien, ce sera moins stimulant, mais ce sera aussi beaucoup moins risqué. Mais en fait, ce que je faisais à ce moment-là, c'est que je me rappelle en tout début de projet, j'avais pris un carnet, j'avais noté mon projet immobilier et j'avais écrit en rouge toutes les motivations pour lesquelles je voulais faire ce projet, à savoir quitter mon travail. J'étais plus heureux, j'étais plus motivée, c'était littéralement un enfer, enfin c'est comme ça que je le nommais. Et en fait, en relisant toutes ces motivations-là, je me replongeais dans mon état d'esprit triste, pas bien dans ma peau, etc. de l'époque et je me disais ah oui, c'est pour ça que je fais ce projet immobilier.
Et là, directement, ça m'a remotivée. Et par contre, les problèmes, entre guillemets, ont commencé pour moi à partir du moment où j'ai commencé la mise en location. Alors pourquoi? En fait, parce que moi, aujourd'hui, ma bête noire, ce sont simplement mes locataires. En fait, je me rends compte qu'un projet immobilier, entre la recherche et la mise en location, tout est très rationnel. Ça répond à un cahier des charges, que ce soit pour la visite des biens, la négociation du prêt, les travaux. Tout est très, voilà, étape par étape. Étape 1, étape 2, étape 3. Pour quelqu'un qui veut tout contrôler comme moi, c'est le projet parfait. À partir du moment où on commence à mettre en location, on accueille des gens, donc on accueille de l'humain, et à partir de là, il n'y a plus rien de logique. On est face à plein d'imprévus, de gens qui t'appellent à minuit pour trouver la balayette parce qu'ils veulent nettoyer leur appartement, de gens qui n'arrivent pas à allumer la télévision. Et en fait, tous ces petits imprévus, ça a généré une charge mentale parce qu'en fait, je me rendais compte qu'il fallait toujours que je reste plus ou moins près de mon téléphone au cas où il y avait un problème. En soi, il y avait quasiment jamais de problème. J'avais un problème peut-être une fois toutes les 2 ou 3 semaines. Mais le fait de me dire que peut-être quelqu'un allait m'appeler et que j'avais envie que mes locataires se sentent bien, je me suis sentie surinvestie. J'avais envie de trop faire. Et donc là, pendant les 2 premiers mois de la location, ça a généré beaucoup de charge mentale, beaucoup de stress. Et concrètement, je me rappelle, on s'est appelé à l'époque, tu m'as donné pas mal de conseils. Et ce que j'ai fait après coup, la première chose que j'ai fait, c'est de mieux automatiser ma location, mettre plus d'informations dans les mails qui sont envoyés aux voyageurs, améliorer la rédaction de mes annonces sur Airbnb pour que les détails soient plus clairs sur comment j'allume ma télé, où est-ce que je trouve ma balayette, enfin ce genre de choses. J'ai rédigé des petits guides d'utilisation qui sont collés à l'intérieur de l'appartement et en fait, à force de faire toutes ces petites choses-là, j'étais beaucoup moins contactée. Clairement, le nombre de communications a drastiquement diminué. Et en plus de ça, j'ai fait le choix de confier la casquette à mon prestataire de nettoyage de répondre aux éventuelles demandes complémentaires. Okay. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens complètement sereine par rapport au projet. J'imagine. Tu vois que je me rappelle, on s'était eu, tu m'as dit Candy, tout s'est bien passé, mais là, je t'avoue que là, franchement, je suis pas bien. J'ai toujours un peu cette crainte qu'il y ait un truc qui se passe pas bien et tout. Et je me rappelle même que tu m'avais dit que tu avais gardé un des logements vides au cas où tu dois tu sois obligé d'y aller pour dormir et tout. Et moi je me suis dit mais non Camille, il faut que tu me laisses partir. Et du coup, est-ce que c'est le fait qu'on ait discuté qui t'a fait te dire bon bah, ok c'est bon tu peux lâcher prise, ou alors c'est plus vraiment toi comment ça s'est passé en fait par la suite dans ta tête pour que tu puisses te dire ok je lâche prise et je mets en place cette amélioration continue pour me détacher du bien. Ouais. Alors, bon, déjà, clairement, nos discussions, ça a commencé à provoquer un déclic dans ma tête. Et au-delà de ça, j'ai eu la chance d'être bien entourée pendant mon projet immobilier, que ce soit ma famille, mes amis, mon compagnon, et qui voyaient comment le projet se passait. Ils voyaient que les locs étaient là, qu'il y avait du monde, que les revenus tombaient, qu'en soi, il n'y avait pas eu énormément de problèmes. Et donc, en fait, ces gens-là qui étaient un peu extérieurs à mon projet m'ont permis d'avoir un point de vue un peu plus objectif sur mon projet. Parce que moi, en fait, je pense que j'étais émotionnellement beaucoup trop impliquée dans mon projet. Tu vois, c'était ma maison, mes appartements, je voulais que les gens se sentent bien, etc. Et en fait, le fait d'avoir le point de vue de mon entourage, ça m'a aussi permis de faire un pas en arrière et d'avoir une global picture du projet pour me rendre compte qu'en fait, rationnellement, tout marchait très bien. Il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Et le fait d'en discuter autour de moi, ça m'a aussi permis petit à petit de changer mon état d'esprit par rapport à mon projet. Aujourd'hui, c'est plus ma maison, c'est plus mes appartements, c'est juste une petite entreprise qui tourne toute seule avec ses employés. Ses employés, c'est qui? C'est Airbnb qui fonctionne à mon service, c'est les messages préprogrammés, c'est mon prestataire de ménage. Moi, je ne suis que la dirigeante de cette entreprise qui regarde les choses au loin. Et si un jour il y a un problème dans cette entreprise, je trouverai une solution, comme on trouve toujours des solutions dans les entreprises. Et le fait de voir ça vraiment comme une entreprise qui tourne toute seule, ça m'a vraiment libérée de cette charge mentale et de ce stress. J'imagine. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que je dis souvent aux sprinters qu'à un moment, on fait un business, donc du coup, il ne faut pas avoir d'attachement émotionnel, ni au niveau de la recherche, et même après, c'est-à-dire qu'une fois que c'est mis en place, il faut voir ça vraiment de manière à se dire, bah, ok, effectivement, comme tu l'as dit, c'est une entreprise qui tourne toute seule. Alors, justement, pour revenir un peu sur ce que tu m'as dit tout à l'heure, au niveau des locataires, alors c'est vrai que je vois que tu es très impliqué sur ton projet, tu as envie que les clients soient bien. Alors, je sais que
tous les clients ne seront pas toujours bien. Il y aura toujours un client qui sera peut-être pas content parce qu'il n'y avait pas assez de sel ou il n'y avait pas assez de liquide vaisselle et tout. Aujourd'hui, comment tu appréhendes ce genre de choses? Comment tu le vis aujourd'hui du coup? Beaucoup mieux qu'au début, définitivement. En fait, je me dis exactement ce que tu viens de dire. Je me dis, quand bien même je proposerais le logement le plus beau, le mieux équipé avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, limite les petits chocolats dans leur emballage, il y aura toujours quelqu'un de pas content. Et ça, c'est vérifié. Il y a toujours quelqu'un qui trouve que la douche, le débit est pas assez fort, qu'il y a un cheveu qui traîne sous le lit. Il y a toujours des gens pas contents. Et en fait, je me dis, ce qui compte au global, c'est que la plupart des gens soient contents. Il y aura toujours quelques personnes tatillonnes. Et donc ça me permet aussi de mieux le gérer et de mieux appréhender potentiellement les contacts de gens qui me disent ah telle et telle chose se sont mal passées. Je me dis c'est pas grave. Déjà, je le prends pas personnellement parce que c'est pas moi qu'on est en train de critiquer. Et ça, c'est dur, je trouve, quand on se lance en tant qu'investisseur, on se sent trop investi du projet. Je me dis ok, peut-être que l'appartement répondait pas exactement à leurs besoins, mais combien de personnes sont pas contentes par rapport à combien de personnes laissent des super commentaires. Voilà. Et moi personnellement, j'ai un peu mon seuil. Je me dis si je dépasse les 20% de gens qui sont clairement pas contents, c'est qu'il y a un problème. Donc là, je vais réfléchir pour peut-être améliorer la disposition, les consommables que je vais mettre à l'intérieur de l'appartement ou ce genre de choses. En dessous de 20%, je suis bien. Ok, je vois. Non, mais c'est cool. Alors maintenant, on a vu un peu le procédé, comment ça s'est passé au niveau du parcours. Si tu veux, est-ce qu'on peut parler un peu de chiffres? Alors, est-ce que tu peux nous dire combien le bien t'a coûté, combien tu as eu en termes de travaux, et puis surtout en termes de durée, combien de temps ça t'a pris au moment où tu as eu les clés et le moment où tu as pu mettre en location? Ouais. Alors, donc moi j'ai acheté une grande maison de 135 mètres carrés sur 3 niveaux, un rez-de-chaussée, un premier, un deuxième étage. Cette maison, elle m'a coûté 58 000 euros. Okay. C'est pas grand chose, je le reconnais, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'elle était vraiment dans son jus. Années 60, années 70, il n'y avait rien aux normes, pas l'électricité, rien. Et au-delà de ça, j'ai pas acheté la maison en tant que telle, j'ai juste acheté la surface. Par contre, il s'agissait d'une maison saine, donc je me disais, c'est bon, on va pouvoir faire quelque chose de propre à l'intérieur. Donc la maison, 58 000 euros. Par contre, j'ai injecté 132 000 euros de travaux dans cette maison pour pouvoir tout remettre aux normes, diviser, rénover correctement, meubler, etc. Et je pense que j'ai dû mettre à peu près de ma poche un apport de 12K pour payer les frais de notaire, la courtière, etc. Donc grosso modo, ce projet aujourd'hui représente une enveloppe d'à peu près 200 000 euros. 202 000 je crois pour être précise. Okay. Donc il y a 5 appartements, il y a 3 studios et 2 T2 avec des coins nuit et des coins pièces à vivre séparés. Okay. Et aujourd'hui en termes de revenus, tu veux que je te parle un peu des revenus? On va parler de revenus exactement. Ok, alors en termes de revenus, alors en fait comme Candy l'a dit, pendant un petit bout de temps je me suis gardé un appartement que je n'ai pas loué pour des raisons complètement irrationnelles, mais aussi parce que j'avais un petit problème de puissance électrique et j'attendais l'intervention d'Enedis qui a duré longtemps. Donc comme tu me l'avais suggéré, j'aurais dû m'y prendre en amont, chose que je n'ai pas faite. Et donc en fait j'ai commencé la location à partir du mois le 30 juin 2021 et pendant les 6 premiers mois de location j'avais que 4 appartements sur 5. Le 5e vient tout juste d'être meublé en janvier, donc ça fait 3 semaines qu'il est en loc. D'ailleurs ça démarre bien, donc je suis très contente. Et donc en fait les chiffres que je vais donner là, c'est les chiffres pour 4 appartements sur 5. Grosso modo, j'ai fait mes petites moyennes, j'ai bien regardé mes chiffres et sur les 6 premiers mois de location, je suis en moyenne à 3 083 euros par mois avec 4 appartements. Donc j'ai bon espoir qu'avec mon 5e appartement et le statut super host que je viens d'acquérir, je puisse peut-être tourner autour d'un revenu autour de 3 500 euros, voire 3 700 pour les bons mois. Ok, je vois. Voilà. Et du coup, tu as fait 200 000 euros, tu gagnes 3 000 à peu près... 3 100 quoi, on va dire. En termes de revenus avec 4 logements. Là, tu as mis le 5e en location. Là, le 5e, tu m'as dit, ça fait 2-3 semaines qu'il est lancé, donc tu n'as pas encore vraiment pu faire une moyenne. Sur un mois, pas encore, non. Ok, ça marche. Et du coup, toi, quand tu as eu ton premier versement, comment tu t'es senti émotionnellement? Parce que tu t'es dit, ok, genre 1 an avant, tu décides de te lancer dans l'immobilier. Et à un moment, tu te dis, ok, je me lance, je commence à faire des recherches de biens, etc. Je fais des travaux, il y a des soucis, etc. J'ai des petits doutes, etc. Le moment où tu as le premier cling, comment tu t'es senti ce jour-là? Franchement, en fait, je me suis dit, en fait, ça marche.
ça marche, le projet immobilier il fonctionne. Parce que je pense qu'inconsciemment, au fond de moi, jusqu'au premier jour de location, je me disais, ça se trouve, ça va pas marcher, ça se trouve, j'ai investi 200 000 euros, ça se trouve, il y aura personne. Et en fait, le premier moment où j'ai eu mes locations, c'est-à-dire le premier jour où j'ai mis mes annonces en ligne, j'ai commencé à avoir la première personne. Donc déjà là, j'avais des papillons dans le ventre, je me disais, waouh, il y a des gens, ils veulent venir chez moi, c'est génial. Et le jour vraiment où Airbnb m'a fait mon premier versement, je me suis dit, bah ça y est. La machine est lancée, ça fonctionne, c'est vrai, c'est prouvé, ça marche, j'ai les revenus qui tombent. Okay. Et là, j'étais... Ouais, c'était génial. Enfin, j'étais très enthousiaste. Je me sentais légère parce que mine de rien, ça reste un projet d'investissement. C'est le premier. Je pense que inconsciemment, j'avais quand même un petit stress. J'avais un poids sur les épaules qui me disait quand même, on sait jamais. Peut-être que ça peut ne pas marcher. Et le jour où il y a les premiers euros qui tombent, en fait, c'est bon. On se libère de ce stress et on profite. Ouais, j'imagine. Et du coup, toi, aujourd'hui, une femme qui hésiterait encore un petit peu à se lancer, qui aurait des craintes, quel conseil tu pourrais lui donner aujourd'hui pour qu'elle puisse se lancer sereinement dans ce genre de projet en haut? Alors, il y en a beaucoup. Le premier déjà, je sais que c'est facile à dire, mais ce serait d'essayer d'aller à l'encontre des fausses croyances que vous avez en tant que femme, du c'est pas pour moi, j'arriverai jamais à parler à mon artisan, j'arriverai pas à aller voir un banquier. Tout ça, c'est faux en fait. Aujourd'hui, en tant que femme, on peut le faire. Il y a des femmes qui l'ont fait, donc vous aussi, vous pouvez le faire. Donc ça, ce serait vraiment essayer de se libérer de ces croyances limitantes. Prendre confiance en vous, et pour prendre confiance en vous, le meilleur moyen, c'est d'avoir les connaissances. Donc, formez-vous, lisez des livres, écoutez des podcasts, interrogez des gens autour de vous qui l'ont fait, femmes ou hommes, et renseignez-vous sur comment se fait un projet immobilier. À partir du moment où vous aurez les connaissances, vous vous sentirez beaucoup plus en confiance pour vous lancer. Et mon troisième conseil, entourez-vous de femmes qui l'ont fait. Allez voir sur internet des femmes qui se sont lancées, qui ont réussi. Essayez de vous inspirer avec des modèles qui ne sont pas masculins. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut quand même se trouver. Et mon quatrième conseil, mais qui est valable femme-homme dans tous les cas, formez-vous. C'est super important, sauf si dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui peut être présent pour la totalité de votre projet, vous guider, etc. Je vous recommande fortement de vous former. Moi, si je ne m'étais pas formée, déjà jamais j'aurais eu le courage ou la folie, je ne sais pas, de me lancer. Et en fait, je me rends compte que cet investissement de formation, mais il a été rentabilisé dès le premier mois de location, il était épongé en fait. Et ok, ça a été un investissement de me former, j'ai réussi à faire un projet, mais combien de projets je peux faire avec une formation? Ben en fait, cette formation, je peux la dupliquer toute ma vie pour refaire X projets. Donc vraiment, je vous recommande de ne pas hésiter à investir dans un accompagnement. J'imagine. Alors du coup, c'est intéressant ce que tu nous dis, le fait de t'être formé. Alors effectivement, tu as rejoint les sprinters. Et selon toi, c'est quoi l'élément du programme qui t'a le plus aidé? Le truc où tu te dis, purée, si j'avais pas eu ça, ben franchement, ça aurait été compliqué. Ou est-ce que tu vois plus le programme dans son entièreté? Est-ce qu'il y a un élément particulier où tu te dis, ouais, ça m'a vraiment beaucoup aidé du coup. Ouais. Alors je dirais que le programme dans son entièreté, je l'ai trouvé top parce qu'il y avait à la fois du contenu à lire. Moi, je suis une personne qui retient beaucoup en lisant, donc moi ça m'a aidé. Mais il y avait aussi les vidéos et puis il y avait la communauté, le fait d'avoir des anciens qui l'avaient déjà fait. Je pense à Diony par exemple qui nous a tous beaucoup aidés. Mais je pense que moi, la valeur ajoutée que j'ai trouvée, mais après c'est personnel, ça a été vraiment les 2 calls qu'on avait toutes les semaines où on était tous ensemble pour poser nos questions. Parce qu'en fait, moi, j'avais toujours plein de questions. Je me rappelle, j'avais ma liste de questions prêtes pour te les poser et je pense que si j'avais pas eu ces calls-là, ça aurait été super compliqué parce que je les aurais peut-être pas forcément facilement trouvées dans la formation et je pense que j'avais besoin d'avoir ton retour à toi de vive voix pour avoir une réponse à ces conseils. Donc vraiment, les 2 calls qu'on faisait par semaine, ça m'a vraiment aidé, ça a été la valeur ajoutée pour moi de cette formation. Ok, j'imagine. C'est vrai que moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton tempérament, c'est que tu étais vraiment très organisé, très cadré. Et je me rappelle en session, quand Camille vient en session, on sait qu'elle, c'est précis, c'est clair, net, on va droit au bout. Voici mes 3 questions, voici mes 4 questions. Et puis, une fois que j'ai posé mes 4 questions, je m'en vais. Mais en tout cas, c'est ça. Mais en tout cas, je trouve que ta façon de fonctionner, ça t'a peut-être beaucoup aidé aussi dans ton projet parce que tu es très carré. Et c'est le conseil que je pourrais donner aussi aux gens qui veulent se lancer, c'est d'avoir ce côté effectivement organisé en mode on doit faire un suivi de chantier, boum, je sais, voici ce que je dois vérifier et puis ensuite on poursuit. Alors justement, pour rebondir sur la partie suivi de chantier, comment ça s'est passé pour toi? Comment tu organisais tes visites?
Est-ce que tu allais toutes les semaines? Comment tu t'es organisé du coup? Ouais, alors moi c'est un peu particulier et je pense que mon cas ne sera pas le cas de beaucoup de personnes. Mon chantier s'est passé pendant le 2e confinement. Okay. Donc grosso modo je pouvais pas me déplacer puisque c'était pas dans ma région, enfin c'était pas dans mon périmètre de déplacement. Donc j'ai mis en place un autre système qui au final je le dupliquerai peut-être pour un autre projet. J'avais entièrement confiance dans ma chef de chantier et on s'était mis d'accord pour que chaque semaine, tous les mercredis soirs, elle m'envoie un point structuré avec des bullet points de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, quels sont les problèmes, quelles sont les choses à venir pour la semaine suivante, plus des photos et des vidéos. Okay. Et donc elle me faisait ça chaque semaine et donc ça me permettait en fait d'avoir un suivi sur place même sans y être. Et une fois toutes les 3 semaines, elle allait directement dans la maison en fait et on faisait un call via WhatsApp avec la vidéo en fait et elle me montrait, elle se baladait dans chacune des pièces pour me montrer l'avancement et que je puisse le voir avec mes propres yeux. Donc ça m'a beaucoup aidé. Okay. Mais c'est sûr que si ça avait été hors confinement, j'y serais allée. Alors peut-être pas toutes les semaines, mais toutes les 2 semaines, j'aurais demandé un point chaque semaine à ma chef de chantier pour voir de mes propres yeux, voilà, faire un tour de la maison, faire une sorte d'audit de qu'est-ce qui a été fait pendant la semaine, quels sont les problèmes, est-ce que les prises elles sont mises aux bons endroits, est-ce qu'on a mis les bons matériaux choisis, etc. Okay. Malheureusement, ça a pas pu être fait comme ça. Ok, je vois. Alors justement, pour avoir ton feedback, parce que je sais que quand tu suis un programme, effectivement, c'est un peu théorique, même si effectivement on fait des points toutes les semaines où tu peux me poser tes questions pour avoir un retour direct d'expérience. Toi, par rapport à ton propre parcours, par rapport à ta propre expérience, qu'est-ce que tu retiens du parcours où tu te dis ben ça je referai et ça par contre je referai pas parce que ça m'a pas forcément bien aidé ou en gros pour ton prochain projet qu'est-ce que tu prévois d'améliorer en fait par rapport à ce que tu as déjà fait? Ouais. Alors beaucoup de choses. En fait, en soi mon projet s'est très bien passé, mais j'ai fait plein de petits oublis ou plein de petites erreurs. Il y a des petites parties de la formation que j'ai peut-être lues trop rapidement. L'histoire des chauffe-eau notamment, qui m'ont causé plein de problèmes. En fait, j'ai eu quand même de la chance parce que pour un premier projet, j'ai pas eu d'énormes problèmes en fait. Il y a juste eu des petites choses sur lesquelles j'ai peut-être pas été assez rigoureuse. Notamment, je sais que toi, tu prônes vraiment la mutualisation d'un maximum de choses, Internet, l'électricité, etc. Les chauffe-eau. Et en fait, malheureusement, les chauffe-eau, j'ai eu beaucoup de débats avec mon plombier et mon électricien qui me disaient que c'était pas possible, etc. Et en fait, j'ai fini par lâcher l'affaire et par choisir leur méthode à eux. Avec le recul, je me rends compte que j'aurais sûrement mieux fait de suivre la tienne. Donc je pense que tu vois, ça c'est des petites choses qui, avec le recul, pour un futur projet, je réfléchirais mieux à ça. Un truc tout bête, j'ai pas mis de prise antenne. Parce que je pensais qu'en 2021, plus personne connectait sa télé à une prise antenne. Et en fait, le jour où je me suis retrouvée, je me rappelle, avec mes télés, je me suis dit, bah en fait, on les branche comment, quoi. Mon compagnon était là avec moi et il me dit, bah tu les as fait mettre où tes prises d'antenne? Bah je sais pas fait mettre, j'en ai pas mis. Et donc du coup, tu vois, c'est des toutes petites choses comme ça que j'ai réussi à pallier parce qu'au final, aujourd'hui, on passe avec la télé, avec la RJ45, avec Internet, on a installé Molotov, il n'y a pas de problème, tout fonctionne. Tu as fait passer tes câbles RJ45 quand même. Et oui, il y avait les câbles RJ45, ouais, heureusement. Mais tu vois, c'est des toutes petites choses comme ça, les chauffe-eau, les prises antennes, ce genre de choses. Et aussi peut-être, je pense que je me suis peut-être pas assez imposée par moment avec mes artisans, par rapport au choix de mes artisans. Quand mon artisan me disait, ah non, il faut mieux mettre des douches comme ça, même si c'est un peu plus cher, tu verras, ce sera mieux sur le long terme. Parfois, je me disais, bon, vas-y, je lâche l'affaire, il va mettre sa douche comme ça. Et je me rends compte que j'aurais peut-être pu être un peu plus ferme, avoir plus confiance en moi sur ces points-là, pour lui dire, non, on met telle douche. Et en fait, toutes ces petites dépenses sur le long terme, ça aurait pu me permettre d'économiser un peu sur mon projet. Exact. Pas drastiquement, tu vois, mais même 10K. En soi, c'est 10K de plus pour l'ameublement ou en cas de problème. Ouais, mais tu vois, ça me fait super plaisir d'avoir ton retour d'expérience parce que je me dis, il y a des personnes qui se lancent dans l'investissement, qui suivent le programme et des fois, je leur dis, attention, ce petit détail-là, c'est pas grand-chose, c'est comme la prise d'antenne. C'est vrai que pourtant, je le dis souvent en session, attention à la prise d'antenne et tu n'es pas la seule à l'avoir oublié, tu vois. Et je vois que souvent, c'est quand on fait l'erreur et que ça nous fait mal, on se dit, ah ouais, mais en fait, il avait peut-être raison. Et comme disait, il n'y a pas longtemps, je disais un mec qui disait, il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Alors, je ne sais pas si on retrouvera la citation. Et c'est là où on se dit, en fait, quand j'arrive avec ma télé, mince, je ne peux pas la brancher. Et du coup, ça casse les pieds. Tu te dis, purée, pourquoi je n'y ai pas pensé comme ça? Oui. Et c'est vrai que quand je le dis,
on se dit, ben, en fait, c'est juste un petit détail, donc c'est pas trop grave. Mais c'est intéressant d'avoir ton feedback sur ça. Donc, du coup, maintenant, tu penseras à la prise d'antenne. Qu'est-ce que tu penseras de notre... Ah oui, tu m'as parlé des chauffe-eau. Et tu m'as également parlé des artisans. Alors, je sais pas pourquoi, tu n'es pas la seule non plus à me dire ça, mais souvent, les sprinters, quand ils se lancent, ils se disent, mais en fait, en face de moi, c'est un professionnel, il sait de quoi il parle. Donc, c'est l'artisan, il me dit, il faut mettre les chauffe-eau ici, je le fais. Il me dit, il faut mettre telle douche, je le fais. Parce qu'en courant, on se dit, je ne suis pas suffisamment légitime. Et puis maintenant, je pense, moi, ce qui est intéressant, c'est que bon, peut-être tu as fait cette petite erreur, mais maintenant, tu as pris cette prise de conscience, tu te dis, ok, j'ai les capacités pour pouvoir prendre des décisions, me dire, ok, c'est moi le chef de chantier ici, je veux que tu mettes ça. Et puis maintenant, tu as déjà vu les conséquences, donc maintenant, pour les prochains projets, tu vas pouvoir décider autrement. Alors, du coup, justement, en parlant de prochains projets, tout ça, donc tu avais décidé de te lancer dans l'immobilier pour atteindre ton indépendance financière, pour pouvoir quitter ton boulot. Je pense que tu l'as déjà dit, mais je vais quand même te poser la question. Est-ce que tu as pu réussir cet élément du coup? Oui, du coup, je suis partie. En fait, j'avais pris la décision de quitter mon travail le 13 décembre 2019. Je m'étais dit, dans un an, j'y suis plus. Dans un an, c'est terminé, je quitte mon travail et je fais autre chose. Alors, ça n'a pas vraiment pris un an parce qu'entre-temps, il y a eu le Covid qui est passé par là, donc je suis partie 1 an et 3 mois plus tard. Mais bon, voilà, on va dire que c'est la même chose. Je suis partie, donc j'ai quitté mon emploi le 1er avril 2021. J'avais pas encore démarré la mise en location, mais les travaux étaient terminés. Donc en fait, j'étais confiante, je savais qu'il me restait encore 2-3 mois maximum avant de mettre en location, et j'étais arrivée à un moment dans mon emploi où il fallait absolument que je parte, donc j'ai décidé de partir. Et au final, ça m'a permis d'allouer les 2 mois suivants à l'ameublement et à la décoration, et donc de les mettre en location directement. Parce que je voulais m'occuper de la partie décoration toute seule, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, et si j'avais dû faire ça en parallèle de mon emploi, j'aurais pu faire ça que les week-ends, et donc au final, ça m'aurait pris plus de temps. Donc je suis quand même contente d'être partie de mon emploi avant que le chantier soit finalement terminé, et de m'être occupée de cette partie-là pour accélérer la mise en loc. Okay. 2 mois plus tard, c'était en loc. Et du coup, quel sentiment tu as eu? Parce que moi, j'aime bien dire souvent, quand on a une bonne situation, c'est très compliqué de se dire, ok, je quitte tout. Parce que, je ne me rappelle plus tes revenus, mais en gros, quelqu'un qui gagne 2000, 2500 euros, en général, bon, c'est un revenu à peu près correct en France. Il ne se sent pas forcément en douleur de partir. Toi, comment tu as vécu ça? Est-ce que tu as eu cette sensation de te dire, purée, je ne peux pas partir parce que je vais perdre mes tickets resto, mes 5 semaines de congés payés, etc. Ou est-ce que vraiment tu te dis, non, là, c'est vraiment plus possible, quitte à perdre tout, je dois partir quand même. Comment tu l'as vécu ce truc? C'est une très bonne question parce qu'en effet, j'avais une très bonne situation, j'avais un très bon salaire, j'avais un peu l'impression d'être enfermée dans une cage dorée, entre guillemets. Le côté salaire, carrière me retenait, mais en même temps, j'étais plus du tout heureuse dans mon travail. Et en fait, cette question, je me la suis pas tant posée que ça parce que c'était devenu tellement insupportable qu'il fallait que je quitte mon travail. Malgré tout, en fond, j'avais la peur de manquer d'argent. Surtout, moi, j'habite à Paris, donc j'avais cette crainte de me dire, ok, est-ce que je vais devoir retourner chez mes parents? Est-ce que des trucs tout bêtes, mais est-ce que j'aurai assez pour garder mon appartement, pour aller faire les courses, etc. Et donc c'est là où je me suis dit, je vais lancer ce projet immobilier. J'avais conscience que mon projet immobilier me rapporterait pas forcément autant que mon ancien salaire, mais c'était pas le but. Le but, c'était simplement d'avoir un revenu convenable qui me permette de continuer à avoir un toit sur la tête, de manger et voilà, de faire quelques extras et pas forcément d'avoir le train de vie que j'avais avant, c'était pas le but. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai pas atteint le salaire que j'avais avant avec l'IMO, mais en fait, c'est pas grave, j'ai suffisamment pour vivre convenablement. Et surtout, la chose la plus chère à mon cœur que j'ai aujourd'hui, c'est pas de l'argent, c'est mon temps. Aujourd'hui, j'ai mon temps, j'en fais ce que je veux, je l'investis dans des projets qui me tiennent à cœur. Je suis pas obligée d'aller au travail de 9h à 17h, enfin plutôt de 9h à 21h dans mon cas, pour gagner un bon salaire, mais je le dépense quand, j'en profite quand en fait. Donc aucun regret. Ok, j'imagine. Non mais c'est intéressant d'avoir ton retour d'expérience dessus. Et du coup, toi, maintenant tu t'es lancé, tu as fait ce premier projet. Et moi, je vois souvent l'immobilier comme une sorte de tremplin qui permet de se mettre dans cette peau d'entrepreneur où on se dit, ok, là j'ai mis en place un projet, je l'ai pris de A à Z et je l'ai mis en place, je l'ai réussi, je gère des clients, etc. Je génère des revenus. Et moi je vois l'immobilier vraiment comme
un peu comme un sorte de stage qu'on va faire pour pouvoir se lancer vraiment dans la partie business plus tard. Toi aujourd'hui, quelle est ta vision pour plus tard? Comment tu vois les choses? Ou est-ce que tu as déjà lancé des nouveaux projets? Qu'est-ce que tu as lancé est-ce que tu restes toujours dans les mots? Est-ce que tu as lancé peut-être un autre business à côté? Comment tu vois les choses aujourd'hui? Ouais, alors c'est une question très intéressante et je suis d'accord avec toi. Le fait de jamais je me serais vue comme entrepreneur avant, enfin ça me convenait pas. Tu vois, je me disais, moi, entrepreneur, c'est impossible. Et en fait, le fait de lancer ce projet immobilier, tu te rends compte que en fait tu es entrepreneur quand tu gères ton projet, parce que comme je l'ai dit, c'est une petite entreprise. Et en fait, même s'il y avait des choses qui me faisaient peur dans cette gestion d'entreprise entre guillemets, je me suis rendu compte que je me sentais à ma place, que ça me convenait bien. Et surtout, en fait, au moment où j'ai quitté mon emploi, je me suis plus ou moins fait une promesse à moi-même. Je me voyais pas retourner dans le monde du travail classique, dans le monde de l'entreprise, dans le monde du salariat. C'était pas pour moi, j'étais pas heureuse, je m'épanouissais pas. À partir de là, je me suis dit, ok, comment je vis? En fait, il faut que j'arrive moi-même à générer mes propres revenus au service de ma vie personnelle, de la vie que j'ai envie de mener. Le projet immobilier en fait partie, ça permet de mettre un premier Lego à mon empilement de revenus, parce que je le vois comme ça aujourd'hui. Et comme tu l'as dit, en dehors de ça, je me suis lancée dans plein d'autres projets. Alors j'ai profité de mes premiers mois en dehors du monde du salariat pour essayer de toucher un peu à tout et voir ce qui m'intéressait, attiser ma curiosité. Donc j'ai fait plein de trucs, j'ai commencé à donner des cours de français sur internet à des étrangers, j'ai tourné dans un film, j'ai monté un site de bien-être parce que c'était un sujet qui me tenait à cœur, je me suis intéressée à l'investissement financier, en parallèle je gérais un peu les Airbnb, enfin tu vois, il y a eu vraiment beaucoup de choses. Et petit à petit, j'ai commencé à affiner un petit peu les choses que j'avais envie de faire. Et récemment, il y a à peu près 3 mois, j'ai commencé à lancer une communauté qui s'appelle Elle Investit, et dont le but est d'inspirer les femmes à se lancer dans l'investissement immobilier, de promouvoir l'investissement au féminin, parce que comme tu l'as dit, aujourd'hui on n'en entend pas suffisamment parler. Et le constat aussi, c'est de se dire que aujourd'hui, parmi les investisseurs, on est à peu près à 80-20. Il y a 20% de femmes qui sont investisseurs versus 80% d'hommes, et je me dis d'où vient cet écart, tu vois, pourquoi on a une telle différence? Alors ok, il y a les croyances limitantes, etc., mais l'objectif vraiment de cette communauté où je partage moi-même ma propre expérience pour montrer que moi, qui n'avais aucune connaissance dans l'immobilier, qui n'était pas forcément une personne qui aimait prendre des risques et qui se voyait entrepreneur, j'ai réussi à créer ce projet immobilier. Donc si je l'ai fait, il y a plein d'autres femmes qui peuvent le faire. Donc le but d'Elle Investit, c'est vraiment d'inspirer les femmes, de leur montrer des modèles féminins qui ont investi, et de les accompagner à se lancer elles-mêmes dans l'investissement immobilier. Non, mais c'est vraiment intéressant d'avoir ce retour d'expérience, parce que c'est vrai que souvent les jeunes, ils ont une vision qui est un peu pas très claire à long terme, parce que c'est vrai que le fait de se lancer dans ce projet immobilier, ça te permet effectivement de voir plus d'horizons. Et du coup, pourquoi tu as choisi Elle Investit? Parce que tu as touché plusieurs domaines. Pourquoi avoir choisi ce domaine-là en particulier? Ouais, alors au début, c'est pas vraiment venu de moi. En fait, je me suis rendu compte quand je voyais des amis au restaurant, en soirée, etc., et que je parlais de mon projet, je me rendais compte qu'il y avait un fort intérêt. Principalement des femmes, des filles qui venaient me voir et qui me disaient « Oh, mais t'as fait ça, c'est génial et tout, comment t'as fait, comment t'as osé te lancer, oh j'adorerais faire la même chose, et comment t'as fait pour trouver une ville, et comment t'as fait pour savoir que c'était le bon bien ?» Et en fait, je répondais toujours aux mêmes questions, et il y a un moment où je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être du contenu à partager. Si je le partage de vive voix à quelques personnes en soirée, au restaurant, des gens que je croise en famille, peut-être que je peux le faire plus largement via les réseaux sociaux. C'est vraiment intéressant. Et justement, il n'y a pas longtemps, je disais ça à une personne, je disais, en fait, le fait, moi, d'aider des personnes à se lancer, d'une autre manière, en fait, j'aide plus de personnes, parce qu'en fait, toi, tu vas pouvoir aider d'autres personnes. Alors, ça peut être dans l'immobilier ou même dans d'autres domaines, mais en fait, tu vas pouvoir vraiment multiplier l'impact. Et je me dis, plus on va avoir d'investisseurs libres qui peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent de leur vie, en gros, on aura beaucoup plus de personnes qui seront, entre guillemets, heureuses de leur vie. Alors, c'est vrai que je t'ai pas posé la question, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es heureuse dans ta vie, toi, Camille? En tout cas, pour tout ce qui est meilleur équilibre pro-perso définitivement. Et en fait, oui, je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, j'ai l'entière liberté de mes journées. Je dis pas que tout ce que je fais est génial. Par exemple, quand je dois appeler mon comptable, je déteste ça. Il y a des choses que j'aime pas faire, mais toutes ces choses-là, dans tous les cas, c'est moi qui les ai choisies. C'est moi qui choisis les tâches que je veux faire dans ma journée. C'est moi qui choisis le projet sur lequel je veux m'investir. Et ce sentiment de liberté que je suis le maître de mon quotidien professionnel et que je choisis ce que j'ai envie de faire, ça me comble. Ça m'épanouit beaucoup plus que quand j'étais dans le salariat.
Bon, mais nickel. En tout cas, franchement, c'était super intéressant d'avoir tout ce retour d'expérience par rapport à ton parcours que je trouve vraiment très inspirant. Parce que tu pars d'une situation où effectivement tu gagnes bien, mais tu prends quand même cette décision qui peut paraître risquée pour certains en se disant bah, ouais, là je suis dans une prison dorée, mais je prends cette décision que ça change. Alors aujourd'hui, certes, c'est peut-être pas encore les revenus que tu avais, mais aujourd'hui tu as ce qui coûte le plus cher, c'est-à-dire ton temps et puis ta liberté. Alors est-ce que tu as un dernier truc à partager ou une citation ou un truc pour ceux qui nous regardent aujourd'hui pour pouvoir justement les inspirer à se lancer, à faire ce premier pas que tu as pu faire aujourd'hui? Ouais, alors je n'ai pas une citation exactement en tête, mais en gros l'idée que je voudrais communiquer, c'est qu'aujourd'hui si vous n'êtes pas heureux dans votre quotidien, dans votre vie, etc., si vous avez envie de changer quelque chose, attendez pas que ça tombe du ciel. En fait, vous êtes les seules personnes responsables de votre bonheur actuel et de votre bonheur futur. Et ne l'oubliez jamais, la vie va passer super vite. Donc si vous avez envie de tenter un truc audacieux ou de changer de vie ou quoi, lancez-vous, faites-le. Que ce soit un projet immobilier ou autre, n'importe quoi, faites-le. Faites en sorte que votre vie corresponde à vos envies et épanouissez-vous dans votre vie. On n'en a qu'une seule. Bon, mais franchement, c'était une super interview. Ça m'a vraiment fait plaisir. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Tu me parlais justement de ta communauté Elle Investit. C'est sur quoi? C'est sur Instagram? Ouais, alors sur Instagram, je partage également un peu sur LinkedIn par rapport à mon réseau professionnel, mais principalement sur Instagram. Et donc, tout simplement, c'est le compte le.investi, INVESTIE. Voilà. Parfait. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a inspiré. Peut-être que tu nous partageras quelques avant-après de ton projet, comme ça on pourra le mettre aussi pour que les sprinters puissent le voir. J'espère que ça t'a inspiré. D'ici là, je te souhaite une excellente journée. Je te dis prends soin de toi et je te dis ciao ciao.